Bonjour à tous, 28e édition de Bulletin sportif de la saison 24-25. Merci de continuer d'être avec nous. Aujourd'hui, un show entièrement dédié aux éliminatoires du hockey collégial. Donc, évidemment, avec Léa McIntyre chez les filles, chez les gars, avec Tristan Mac et Denzel Carré-Guéa. Avant d'aller là, je veux quand même vous parler de ce qui s'est passé en fin de semaine au niveau du volleyball des deux collégiales. Très intéressant. On avait les championnats provinciaux qui se déroulaient du côté de Beauce-Appalaches chez les gars. Je commence avec eux autres. Huntsic l'a emporté face à Sept-Îles. En 3-7, c'était des 2 de 3. En 3-7, donc 25-17. 29-27 ensuite que Sept-Îles est allé l'emporter, forcer cette troisième manche qu'Huntsic a gagné 15-11. Donc, félicitations à Huntsic, Sept-Îles, les deux premiers. Et Limoilou qui va chercher la troisième position. Chez les femmes, c'est Garneau. Et Garneau l'a emporté en D1, mais Garneau l'emporte aussi en D2. Le volleyball est depuis longtemps une affaire importante à Garneau. On en a la preuve que ça fonctionne toujours, mais là, c'est intéressant. On a eu tout un tournoi. Pas que les autres ne le sont pas, mais Garneau qui est allé vaincre Sherbrooke. Sherbrooke aussi, qui a une équipe en D1, ceci étant dit. Garneau l'emporte 25-22 au premier set. 25-13, Sherbrooke s'en va chercher le deuxième. Puis finalement, les Élans finissent le travail à 18-16 au troisième. Donc, toute une finale qu'on a eue en Division 2 collégiale de volleyball féminin. La troisième place est allée à Champlain-Saint-Lambert, une victoire de 2-1 contre Jonquière. Champlain-Saint-Lambert qui a eu toute une route. Champlain-Saint-Lambert avait fini quatrième dans sa section cette saison. Au tournoi régional, au championnat de conférence, en fait, a trouvé une manière de se faufiler, aller chercher la troisième place et se qualifier pour les provinciaux. Puis là, aux provinciaux, en première ronde, Champlain-Saint-Lambert perd contre Sherbrooke 2-0. S'en vont jouer une huitième de finale. S'en vont gagner ça en 3 manches contre Dawson pour se qualifier pour les quarts de finale. Rendu en quart de finale, ça affronte Saint-Jean qui sont les finalistes de leur conférence pendant la saison, donc ils avaient fini deuxième. Battent Saint-Jean 2-1, qui avait perdu le premier set 25-18, ont gagné le deuxième 25-21, ensuite 15-9, ce qui leur a donné une chance d'aller justement en demafinale. Elles ont alors réaffronté Sherbrooke. Là, Sherbrooke les a battus, mais 17-15 au troisième set avant d'aller battre Jonquière en finale de bronze. Un autre match qui est allé en 3-7, cette fois 15-12 au troisième set. Donc, franchement, là, Champlain-Saint-Lambert, les Cavaliers, chapeau, une médaille de bronze à l'arraché, vraiment, du gros travail, grosse fin de semaine, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs de volleyball à jouer pour se rendre là. Donc, félicitations, je le répète, Garneau, championne en D2, devant Sherbrooke, deuxième, Champlain-Saint-Lambert, troisième, Jonquière, 4. Alors voilà, ça met fin à la saison de volleyball collégial au complet. Donc, on voit ça de ce côté-là. Puis c'est ça, je vous dis, on s'en va regarder nos chroniqueurs parler de hockey collégial. Suivez ça, les séries éliminatoires de hockey collégial, c'est vraiment du bon hockey. Donc, voilà, je vous laisse aux mains de nos chroniqueurs, Léa McIntyre, Tristan Mac, Denzel Carré-Guéa. Bon show tout le monde. OK, féminin avec Léa McIntyre. Salut Léa. Salut Phil. Écoute, les demi-finales terminées. On a eu des belles demi-finales, quelque chose de le fun. D'abord, la première dont je veux te parler, évidemment, c'est celle impliquant les Titans de Limoilou avec le boomerang d'André Laurando. Je vais finir par le dire. Le boomerang a été excellent. Vraiment une belle équipe qui ont bien joué. Mais bon, les Titans se sont arrangés pour finir ça en force, s'assurer que le message passe que, franchement, elles étaient la meilleure équipe sur place. Fait que ça fait un gros score pour terminer. Le Limoilou l'emporte 6-0. Mais n'empêche, il faut lever notre chapeau à André Laurando, cette gang-là qui a vraiment donné une belle demi-finale. On ne s'attendait peut-être pas à autant d'adversité pour Limoilou. Ouais, il faut lever notre chapeau au Boomerang, qui ont connu une belle fin de saison, des belles séries éliminatoires. Chapeau surtout à leur gardienne de but, Laurence Boivin, là, qui a été vraiment exceptionnelle au courant
la série contre les Titans. Pour Limoilou, d'être capable de scorer 6 buts là, contre Laurence, là, ça doit avoir fait un petit soulagement pour eux, c'est sûr. Là. Puis dire que là, c'est Tamara qui s'en vient. S'ils ont été capables de scorer 6 buts à leur dernier match contre Laurence, ben, peut-être prendre un peu confiance pour quand ils vont affronter Tamara. Là. Oui, parce que ça amène ça finalement. Tu te mets à te poser des questions comme équipe, à savoir où est ma touche offensive. Tu le sais que tu t'affrontes une bonne gardienne, mais ce ne sera pas une mauvaise gardienne qui va être là à la prochaine étape non plus. Fait que je pense que ça doit être bon pour la confiance aussi de savoir que, bon, OK, les tirs commencent à rentrer. Mais je pense qu'au bout du compte, puis on va en parler en masse de Limoilou, on mettra à table tantôt pour la grande finale, mais au bout du compte, là, je pense que c'est le moment de lever notre chapeau vraiment au Boomerang parce que c'était une très, très belle fin de saison. Très beau parcours éliminatoire, puis c'est juste bon signe pour l'avenir pour elle. Donc, franchement, bravo. L'autre demi-finale, je l'avais dit, ça allait se rendre loin. Les Cougars de Champlain-Lennoxville, les Islanders de John Abbott. Comment une équipe comme John Abbott peut dominer autant de matchs, en tout cas, offensivement, avoir autant de chances et tout, et à la fin, échapper ça, à quel point ça doit être crève-cœur pour l'équipe parce que ça se termine au 5e match en prolongation. Je garde. Comment on analyse ça? Je savais que ça allait être une série longue. On l'avait dit que ça allait être long, mais là, ça a été le plus long possible. C'est 5 matchs en prolongation. C'est sûr que la gardienne de but du côté de Lennoxville a fait la différence. Là, les a permis de rester dans le match. Puis eux autres, ils ont concrétisé sur les opportunités qu'il y avait. Puis, les grands joueurs de cette équipe-là se sont levés. Je pense à Laurence Lafleur qui a marqué dans le match numéro 5. Ils ont profité de leur opportunité. Donc, peut-être, John Abbott à revoir, c'est une équipe tellement offensive, peut-être défensivement, peut-être resserrer un petit peu. Mais j'avais déjà dit ici, mais John Abbott, il fallait qu'il gagne cette année. Là. C'était leur année. Une équipe à maturité. C'est le groupe qui a gagné le championnat qui a été recru. Il fallait qu'il gagne. Pour moi, c'est une déception qu'ils ne se rendent même pas en finale. Mais en même temps, Champlain-Lennoxville a une belle équipe avec beaucoup de profondeur. Un bon gardien de but. Il n'y a rien qui me surprend là, qui a réussi à battre John Abbott. Là. Puis il faut le raconter un peu l'histoire de ce dernier match-là. C'est quand même 1-0 jusqu'à la toute fin du match. Et elle marque avec moins de 2 minutes à jouer. Puis, tu sais, elle marque grâce à vraiment un beau jeu derrière le but, récupération de rondelle, passe en avant. Finalement, c'est Prévost qui prend un tir, en fait, prend même 2 tirs. Le premier tir, un peu raté, a une chance de reprendre le deuxième tir, s'en va marquer. Puis en prolongation, ben, tu l'as mentionné, c'est Laurence Lafleur qui s'en va marquer. Encore là, un beau jeu individuel en entrée de zone, garde le contrôle de la rondelle malgré le fait qu'il y a des filles autour d'elle. Et on voit John Abbott reculer. Elles ont laissé l'espace, dans le fond, à Lafleur. Est-ce qu'à ce moment-là, comme tu le vois, as-tu l'impression que c'est une équipe qui veut tellement protéger son gardien qu'elle recule vers leur gardien, joue un petit peu sur les talons par rapport à ça, peur de donner, de faire l'erreur, puis au bout du compte, ben, tu fais l'autre erreur, c'est-à-dire que tu donnes trop d'espace à Lafleur qui finit par prendre un tir, qui n'est pas un tir parfait, qui est un bon tir, mais qui dévie, ce qui fait qu'il rentre dans le but. Mais je ne sais pas, toi, comment tu as vu cette fin de match-là pour John Abbott? Ben, c'est sûr que tu mènes 1-0 dans ta tête, il reste 2 minutes, là. Finis ces 2 minutes-là, puis tu t'en vas en finale, tu sais. Fait que de te faire scorer de même, ça t'amène une certaine nervosité, tu sais. Puis là, après ça, tu sais qu'en prolongation, tu n'as pas de place à l'erreur. Le momentum, tu sais, c'est sûr qu'il change de bord, là. Tu viens de te faire scorer en fin de game, là, tu l'avais, la victoire. Tu te fais scorer en fin de game, c'est sûr que le momentum change. Puis à ce moment-là, ça te trotte dans la tête. Fait que oui, peut-être que tu recules un petit peu plus, tu ne veux pas faire d'erreur, puis c'est à ce moment-là que ça coûte cher. Est-ce que, parce que tu as parlé de déception, John Abbott, ça, c'est une affaire, faut quand même donner, tu sais, si on a donné le crédit à Laurence Boivin pour la qualité de la série qui a été donnée par André Laurando, tu l'as mentionné tantôt, Tamara Gérin-Lajoie, c'est incroyable là, le travail qu'elle a fait dans cette série quand même. Ah oui, quelle performance. Ça a vraiment permis à son équipe de compétitionner puis de gagner cette série-là en bout de ligne parce que ça a été là, des bombardements de John Abbott sur elle.
elle a réussi à rentrer dans leur tête, c'est ça. Ça devait être tellement frustrant. Une équipe qui marque des buts comme ça, qui est limitée en bout de ligne à, tu sais, combien de matchs ils ont scoré juste un but? Tu sais, au moins 2 là, que j'ai en tête, facile. Ouais. C'est frustrant pour une équipe comme ça qui carbure offensivement de se faire fermer la porte comme ça. Là. Et là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer en finale. On va mettre la table là-dessus. Puis juste avant d'y aller, je vais me permettre mon commentaire éditorial qui implique que moi-même. J'ai pas compris, puis peut-être que je me trompe parce que les images ne donnent pas toute l'ampleur de l'affaire, ou en tout cas l'angle au complet pour permettre d'être sûr et certain. J'ai eu l'impression de ne pas voir les entraîneurs de John Abbott sur la glace donner la poignée de main finale, alors qu'on voit très bien les entraîneurs de Champlain-Lennoxville. Si c'est vraiment ça qui est arrivé, que les entraîneurs ne vont pas donner la main à la fin du match, à la fin de la série, à la fin de leur saison, sérieusement, c'est quoi cette attitude? Et je laisse cette question en suspens. Je te demanderai pas de répondre, Léa, mais la réalité, c'est que j'ai trouvé particulier cette saison du côté de John Abbott, je vais le dire, puis ça, c'est moi. J'ai regardé l'entraîneuse qui est derrière le banc avec une accusation en rapport avec des méfaits ou en tout cas sexuels. J'utilise pas les bons termes légaux, là, mais bref, il y a des accusations pending de ce côté-là. Même si la juge a permis qu'elle puisse faire sa job et tout, c'est une affaire. Moralement, il y avait des enjeux, je trouve, parce qu'elle était entourée de mineurs. J'ai écrit là-dessus. Fait que ça, c'est une chose. Maintenant, en plus, on voit comment ça se déroule à la fin de la saison. Si ce que j'ai vu est vrai, donne pas la main. Écoute, je sais pas ce qui se passe de ce côté-là. Peut-être que je me trompe sur toute la ligne. Et si c'est le cas, ben corrigez-moi, mais sincèrement, je me demande ce qui se passe là-bas, en espérant que, que je me trompe, et deux, que si c'est vraiment ça, ben, que ce sera corrigé éventuellement. C'est pas très bon signe. Voilà. Fait que ça, c'était mon bout à moi qui ne m'appartient qu'à moi. Parlons de hockey. Et revenons sur la patinoire. Là, on a une finale entre les Titans et les Cougars. Les Titans qui viennent de traverser une série où elles ont dû se battre contre une solide gardienne. Elles ont eu le dessus finalement. On l'a dit, dernier match 6-0. La machine s'est peut-être débloquée, ou en tout cas, on a trouvé des solutions. Et on a vu des Alexandra Giguère, Sandrine Chouinard, bref, les marqueuses de cette équipe-là retrouver peut-être cette touche-là. Vont en avoir besoin, on l'a dit, Tamara Gérin-Lajoie, mais est-ce que Champlain-Lennox peut faire un peu ce qu'elles viennent de faire contre John Abbott, c'est-à-dire vraiment être aussi opportunistes, profiter de leurs occasions comme ça? Elles ont assurément peut-être un peu plus de punch que l'équipe d'André Laurando. Donc, comment vois-tu cette série? Ben, je m'attends à une longue série encore. Là, si on regarde la fiche des deux équipes qui ont joué une contre l'autre cette année, moi, là, 3 victoires, Lennox en a 2. Ça a été quand même chaud là, dans certains matchs. Je les ai devant moi. Là, 2 matchs de 3-2, dont un s'est fini en shootout. Ça va être intéressant à suivre. Il va falloir qu'ils trouvent le moyen de scorer contre Tamara. C'est une gardienne qui est haute en ce moment. Fait qu'elle est en pleine confiance. C'est sûr que Limoilou va avoir fait ses devoirs sur elle et qu'il va avoir trouvé tous les petits détails où ça pourrait être payant de tirer contre elle. Mais je m'attends à une série très serrée. C'est 2 équipes avec quand même des belles profondeurs, beaucoup de talent dans tout leur alignement. Donc, j'ai hâte de voir où ça va aller. Je pense que Lennox est dû là, gagner un championnat. Limoilou l'année passée, après ça, les années d'avant, John Abbott avait battu Lennox en finale. Mais là, je leur souhaite. Ça serait le fun. Il me semble qu'ils sont dus. Est-ce que ce serait une surprise, malgré le fait là, que oui, c'est peut-être serré en saison et tout, ça reste que c'est Limoilou qui a fini première, son favorite. Est-ce qu'on faudrait considérer ça comme une surprise, ou si l'écart entre les deux équipes est vraiment pas assez grand pour dire que si une ou l'autre gagne, que c'est surprenant, ou en tout cas qu'il y a un renversement de tendance, peu importe. Là. C'est dur à dire. Ça serait une surprise. Ben, c'est sûr que Limoilou a fini premier au classement, puis à chaque saison collégiale qui commence, Limoilou est favori. Parce que c'est cette organisation-là qui a beaucoup de succès. Puis...
Fait que peut-être, ça serait une surprise, mais en même temps, quand tu décortiques le tout et tu regardes les deux alignements, Lennoxville, ça fait plusieurs années qu'ils sont compétitifs aussi puis qu'ils sont capables de se rendre jusqu'au bout. Donc, un peu une surprise. Mais en même temps, Lennoxville a sorti John Abbott, qui était, selon moi, les favoris en commençant la saison. Fait que, si on réussit à sortir John Abbott, pourquoi pas être capable de sortir Limoilou, là? Ah, absolument. Puis, clairement, elles ont un jeu défensif assez solide. Une gardienne en confiance, oui, mais autour de ça, il y a quand même un jeu défensif. On essaye d'éviter de donner trop de grosses opportunités. Puis, Limoilou a plein de bonnes joueuses, mais il n'y en a aucune qui est Sienna d'Alessandro dans le tas non plus. Fait que puis ça n'enlève rien aux joueuses, là, c'est juste que Sienna est quand même une exception, mais un trio comme celui de John Abbott, il n'y en a pas à ce point-là qui est aussi dangereux. Fait quand même si, comme je dis, ça n'enlève rien à Limoilou parce que sa force de frappe, là, c'est plus collectif, je vais le dire comme ça. Mais j'ai hâte de voir comment Champlain, justement, sa qualité défensive va être capable de se transposer plus en relance que ce qu'on a vu justement contre John Abbott. Parce que contre John Abbott, j'ai l'impression que c'était vraiment de l'opportunisme. On a été solide au bon moment. Tamara était excellente, mais en plus, on a réussi à compter les buts au bon moment. Puis à la fin, ça a donné la victoire que ça a donné. Puis on l'a dit, ça finit en prolongation du dernier match. Fait que c'est pas. Il n'y a aucune domination là. Mais franchement, j'ai hâte de voir justement comment on va être capable peut-être de créer encore plus de flow en attaque de la part de Champlain-Lennoxville pour peut-être mettre justement Limoilou sur les talons un peu plus. Parce qu'il va falloir le faire, là, veut pas. On ne peut pas subir 2 séries comme ça à se faire attaquer sans arrêt puis espérer tout le temps s'en sortir. Oui, puis quand tu joues contre une équipe comme Limoilou qui a du talent là, de haut en bas de leur alignement, là, n'importe quelle ligne, pairing des défenseurs, n'importe quelle gardienne qui va être dans le filet. D'ailleurs, ça va être intéressant aussi de voir qui va être dans le filet pour cette série-là. Là. Mais, tu n'as pas de marge d'erreur. Il faut tout le temps que tu sois sans coche. Tu peux prendre un seul break parce qu'ils vont te le faire payer. Puis, c'est sûr que Lennoxville a un bon alignement avec beaucoup de profondeur aussi. Mais il va falloir qu'ils restent disciplinés à leur plan de match, puis surtout qu'ils restent disciplinés au niveau des punitions parce que tu ne veux pas donner cet avantage-là au Titans-là. Absolument, ça va être à suivre. En tout cas, mon impression, c'est que les Titans sont quand même favoris. Je pense que le punch en attaque, puis ça n'enlève rien au talent, là, c'est pas ça. Là. Je pense juste que le punch en attaque, la finition et tout, puis tu l'as dit, tu as parlé vraiment d'une profondeur qui est vraiment, vraiment à tous les niveaux pour Limoilou. Je vais les mettre favorites, mais bon, j'aime me tromper. Fait que espérons pour les Cougars qu'elles sauront me faire mentir. À eux autres de le faire, en tout cas. Moi aussi, j'aimerais ça que Champlain-Lennoxville gagne parce que, comme je disais, je pense qu'ils sont dus. Ça fait longtemps que ce programme-là performe bien, puis je pense que ce serait leur tour. Mais je pense que Limoilou est favori pour cette série-là. Je m'attends, comme j'ai dit tantôt, à un match, une série qui va durer 5 matchs. Je m'attends à des prolongations là-dedans aussi. Ça va être vraiment excitant. Ça va être une belle série. Puis c'est 2 belles équipes avec une belle rivalité, une rivalité saine les unes contre les autres. Donc, ça va être le fun à regarder. Là. Absolument. Fait qu'on regarde ça. Ça commence vendredi. Il y a un autre match dimanche, vendredi à 19h30 à Limoilou, à l'Herpidrome. Et dimanche, on revient du côté de Lennoxville. En fait, ça se passe à l'Arena de Bishops, le Jane and Eric Molson Arena. Léa, on regarde ça ensemble. On s'en reparle la semaine prochaine. Puis, bon hockey. Puis, bon retour. Là, la cloche est sonnée. Merci beaucoup. Salut. OK, collégial. On vient de finir les quarts de finale, donc la deuxième ronde. Donc, on s'en va en demi-finale. On va parler de ça avec Denzel et Tristan. Denzel et Tristan, bonjour messieurs. Salut à vous deux. Bon début de semaine tout le monde. Écoutez, intéressant, certaines séries, à voir comment ça s'est déroulé. Je suis content de vous avoir tous les deux. On va parler de ça, évidemment.
je pense qu'on va avoir des belles demi-finales. Ça aussi, on va en parler. On va commencer à mettre la table un peu pour tout ça, à voir comment les équipes se sont rendues justement jusqu'en demi-finale, voir les affrontements qu'on a. À quoi on peut s'attendre. En fait, je vais commencer avec toi, Denzel, la confrontation des Champlain, St. Lawrence et Lennox. Champlain-Saint-Laurent qui a tout simplement rouleau compressé, si vous me permettez l'expression. Les Cougars, ça a été vraiment, vraiment impressionnant de leur part. Écoute, une domination, tu ne peux pas avoir plus de domination que ça sur une période de 3 matchs. Lennox n'a eu aucune chance. Je m'attendais vraiment à une série avec beaucoup de spectacles, mais au final, je pense que c'est seulement les Lions qui se sont donnés en spectacle dans cette série. On sort de là avec, je pense, le constat que St. Lawrence avait vraiment toute une machine de hockey, puis ça s'est confirmé dans cette série face à Lennoxville, qui n'était pas une proie facile, même si on regarde cette série-là, puis qu'on voit que Lennoxville s'est incliné en 3. Je pense qu'il faut lever notre chapeau à la formation de Pierre-Cédric Labrie, qui a rien laissé au hasard. Quand on regarde ces 3 matchs dans l'ensemble, c'est 15 buts marqués face à 2 accordés seulement. Puis en séries éliminatoires, on sait comment c'est difficile d'afficher ce genre de statistiques, mais St. Lawrence qui l'a vraiment fait. Puis ça part tout d'abord de l'apport qu'aura eu Jérémy Bello dans cette série. Je pense que c'est un joueur qu'on connaît énormément dans le circuit, mais dans cette série, il a encore explosé, a vraiment causé énormément de problèmes à la défensive de Lennoxville. Et pour St. Lawrence, savoir qu'on a un Bello qui est en forme, puis de savoir aussi qu'il y a un Maverick de Lille derrière qui est capable de supporter le tout offensivement, je pense que ça démontre que les Lions ont vraiment l'équipe pour aller jusqu'au bout. Puis Lennoxville n'aura pas joué des vilains matchs nécessairement. On a joué dans notre identité. C'est juste qu'on n'a jamais vraiment eu l'opportunité d'y croire. À chaque fois qu'on pensait que Lennoxville allait avoir peut-être un peu de momentum, c'est soit qu'on prenait une pénalité, puis on sait comment les unités spéciales sont dévastatrices du côté de St. Lawrence, que ce soit en avantage numérique ou en désavantage numérique, c'est très difficile de jouer du hockey en unité spéciale face à St. Lawrence. Puis quand je regarde le dernier match de cette série, c'est 4-4 sur l'avantage numérique. Puis ça s'est vraiment joué là. Je pense que les meilleurs joueurs de cette série se sont levés. Et pour St. Lawrence, je pense qu'on aurait peut-être voulu avoir un peu plus d'adversité dans le sens qu'on sort de là, pas avec une série qui aurait été facile, mais qui, pour eux, aura fonctionné de A à Z. Et pour Lennoxville, je pense que c'est une déception. Je pense qu'on avait clairement des cartes à jouer dans cette série. Puis, c'est la fin d'un cycle aussi. On avait énormément de vétérans du côté des Cougars. Je pense que c'est la fin d'une belle page qui s'est inscrite du côté de l'histoire du programme de Lennoxville. Et ça sera à eux de vraiment repartir la machine. Et défensivement, St. Lawrence qui aura confirmé que même si on a beaucoup de punch à l'attaque aussi, défensivement, on s'est joué des matchs serrés. On a accordé très peu de tirs aux Cougars. Je pense que c'est seulement 66 tirs qui sont accordés sur 3 matchs. Je pense dont 34 dans les 2 derniers matchs. C'est ça aussi. Donc, on a trouvé vraiment la recette pour jouer, oui, du hockey offensif, tout en s'assurant que derrière, on est capable de limiter l'adversaire à très peu de chances de marquer. Puis, on sait qu'on s'est renforcé devant le filet, puis ça a été même pas un problème dans cette série. Donc, je pense qu'on est satisfait du côté de Pierre-Cédric Labrie de la tournure des événements. Et j'ai très hâte de voir si on va être en mesure de poursuivre sur ce travail en demi-finale. À suivre absolument. Une autre série, évidemment, très intéressante. Les 4 l'étaient au départ, mais une où est-ce qu'on avait hâte de voir ce que La Flèche serait capable de donner comme opposition. La Flèche était bien partie, tu allé chercher la première victoire. On s'est dit, oups, c'est ce qu'on vient de débranler certaines colonnes. Assurément, mais juste assez aussi pour se dépêcher à les replacer puis à relancer tout ça. Sorel a gagné les 3 matchs qui ont suivi ensuite. Donc, Tristan, comment tu as vu ça? Oui, exactement. Ça a été une très bonne série là, du côté des Rebelles du Cégep de Sorel. Au début, c'était très serré. Ça s'est joué sur des petits détails, sur des erreurs, sur certains buts et tout ça. Mais malgré l'élimination, que dire du travail du gardien de but, Victor Lorrain, qui vraiment là, aura tout fait pour garder son équipe dans cette série. Les matchs étaient serrés, là, je veux dire. Oui. Le match 3 a fini 4-1. Et le match 4 a fini 4-2, dont un but dans un filet désert. C'est pas un manque de profondeur du côté de La Flèche qui a fait en sorte que Sorel a été en mesure de les vaincre. Et quand on regarde
le portrait global de la série, Léo Saint-Michel n'a pas tant noirci la feuille de pointage. Ce sont les Lampron, ce sont les Kevin-André Blanchette, ce sont les Gabriel Caricart qui se sont inscrits au pointage et Donovan Côté, bien entendu. Ce sont vraiment ces quatre-là qui ont inscrit le plus de points du côté de Sorel. Donc, tout un travail de la part de la formation de Vincent Dumont dans cette série qui n'a certainement pas à rougir de sa prestation, qui a fait tout un travail pour museler Léo Saint-Michel. Et c'est là qu'on a vu que le style de jeu des Rebelles, que le talent et l'étendue de l'efficacité sur glace des Rebelles en général, donc la profondeur de l'équipe a fait la différence dans cette série-là, mais toute cette série-là, là, tous les matchs pouvaient aller d'un côté ou de l'autre. Je ne pense pas que le nombre de matchs reflète vraiment l'allure de la série. C'est vraiment plus en termes de profondeur et en termes de qualité de joueur qui a fait de la différence. Et c'est tout en l'honneur des Dragons d'avoir tenu le coup contre les Rebelles qui forment une excellente équipe et qui ont de l'expérience et qui ont goûté à la défaite en finale l'année passée. Et maintenant, ces joueurs-là sont affamés, veulent se rendre jusqu'au bout. Ce ne sera pas facile là, de vaincre les Rebelles de Sorel d'ici la fin des séries éliminatoires. Non, parce qu'en plus, en tout cas, si leur gardien continue comme ça, tu as parlé du gardien de la Flèche, mais Justin Roux a été excellent aussi. Là. Oui, la défensive de Sorel a fait du bon travail, particulièrement dans les 2 derniers matchs, je dirais, mais n'empêche, quand est venu le temps de faire les gros arrêts, Justin Roux s'est levé au match numéro 2 notamment. Faut le souligner, ça. Il a replacé son équipe, je pense. Il a remis son monde en confiance. Et à partir de là aussi, ça a été du très beau travail de ce côté-là. Fait que, avec un Justin Roux en forme, si Donovan Côté fait le travail, tu l'as dit, Chad Prebzel a marqué des buts. Exact. Léo Saint-Michel embarque dans la machine un peu, puis que Justin Roux en arrière fait les arrêts, puis que la défensive aide. Écoute, tu vas me dire que là, rendu là, tout marche, mais je veux dire, avec un Justin Roux qui fait le travail, puis avec les bons joueurs offensifs qui arrivent à performer, veut pas, là, ça rend la tâche plus difficile pour les adversaires, savoir les meilleurs sont déjà prêts. Je ne peux pas profiter des faiblesses, admettons, de ça. Il va falloir que je joue mes matchs A à chaque fois pour avoir une chance. Exactement. Puis du côté de la Flèche, ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas un manque de qualité de jeu. Ça s'est vraiment décidé sur des petits détails. Puis on regarde les pointages des matchs, messieurs, là. Je veux dire, c'était 2-1 après 25-30 minutes de jeu ou environ. Puis le 4e but du côté des Rebelles dans le match numéro 3, c'est un but en avantage numérique. Puis ensuite, dans l'autre match, les Rebelles ont inscrit un but dans un filet désert et un but à court d'un homme. Donc, c'est là qu'on voit là, que ça pouvait vraiment aller d'un côté comme de l'autre. Les 2 gardiens de but ont fait de l'excellent travail, mais la profondeur des Rebelles a parlé, la qualité des joueurs des Rebelles a parlé et il s'est imposé. Mais c'est tout à l'honneur des Dragons d'avoir composé contre les Rebelles, d'avoir joué une bonne série. Les Rebelles également ont connu une très, très bonne série. Maintenant, reste à voir comment ça va se dérouler dans les demi-finales. Mais une chose est certaine, ça a été une très belle série à suivre. Exact. Puis on va suivre ça parce qu'on l'avait dit, les Rebelles sont une des équipes qui a fini, sinon l'équipe qui a fini avec plus de force là, la saison. Fait que ils vont s'installer comme ça. Bonne chose. Maintenant, je vais aller du côté de Sainte-Foy et Lionel Groulx. Ça, c'est la série qui s'est terminée, qui a pris le plus de matchs. On s'est rendu jusqu'au bout. Sauf que Sainte-Foy, puis c'est arrivé 2 fois dans la série. Sainte-Foy, il y a des matchs où il semblait prendre le contrôle, vraiment arriver à un autre niveau de jeu. Les autres matchs ont été serrés, mais ultimement, ça se finit avec une grosse victoire de 5-0 de Sainte-Foy dans le match numéro 5. Je pense qu'on entrevoyait une série quand même très serrée entre ces 2 équipes. 2 équipes qui avaient terminé au 4e puis au 5e rang, respectivement, à la fin de la saison régulière. Puis ça a été une série qui, pour moi, a été fertile en rebondissement. Lors du premier match, ça s'est joué sur des jeux vraiment très serrés. C'est Lionel Groulx qui sort de cela avec une victoire à domicile. On voyage à Québec le lendemain pour, selon
plusieurs observateurs jouer le match le plus long de l'histoire de la Ligue de hockey collégiale. Puis c'est Dalan Grubisa qui décide de jouer les héros pour les Dynamiques dans un match qui s'est terminé en 4e prolongation. Donc, le premier week-end de cette série-là a vraiment été incroyable. Puis ça donnait vraiment le ton à cette série, mais c'est vraiment lors du troisième match qui a eu lieu à Blainville, où est-ce qu'on a vu Sainte-Foy, on ne sait pas, peut-être commencer à trouver les tendances qui mettaient en difficulté Lionel Groulx. Et je pense que le seul fait que l'équipe des Dynamiques arrivait un peu plus à maturité cette année a peut-être joué en faveur des Dynamiques face aux Nordiques, qui, eux, ont une équipe qui a super bien performé cette année, mais qui avait beaucoup de sang neuf dans l'effectif. On savait que ça n'allait pas être une lourde tâche de jouer contre le Cégep de Sainte-Foy, qui, eux, est une équipe qui arrive à maturité. Et je pense que des joueurs comme Jason Beaulieu ont eu un gros rôle. Puis c'est un joueur qui est là depuis quand même assez longtemps, sait jouer dans l'identité des Dynamiques. Et dans cette série, il s'est vraiment donné en spectacle. C'est 9 points en 5 matchs pour l'ancien du séminaire Saint-François. Et je pense que l'ajout aussi de Noah Larochelle a donné un petit regain d'énergie à l'attaque des Dynamiques qui peut-être avait besoin d'un peu plus de support. Oui, on a pensé à Beaulieu dans cette série. Des gars comme Samuel Fontaine aussi ont joué un grand rôle. Mais je pense que la profondeur de Sainte-Foy, puis peut-être un peu plus d'expérience penchée en faveur des Dynamiques. Mais pour les Nordiques, je pense qu'on aura quand même joué des bons matchs. C'est sûr que c'est décevant de finir de cette manière-là, surtout qu'on avait commencé très fort l'année. Ça a été la série la plus longue, puis pour moi, je pense que la formation de Charles Dupéry peut se servir de cette série-là comme un baromètre. On a joué de super bons matchs. Il y a d'autres matchs qui ont été plus difficiles. C'est sûr que quand on regarde les scores de ces matchs-là, on se dit sur 2 matchs, je pense que c'est vraiment là que ça s'est joué, le 7-2 et le 5-0 pour Sainte-Foy. Ça a été des matchs qui ont vraiment tourné en leur faveur. Mais pour Lionel Groulx, on a manqué d'offensive. Ça a passé par Jérémy Leduc, le vétéran qui aura quand même joué une bonne série, mais après ça, ça a été un peu plus difficile pour les joueurs de première année. Puis on sait que c'est jamais facile de jouer avec un groupe aussi jeune en séries éliminatoires. Les Dynamiques ont rien laissé au hasard. Puis il faut aussi parler du travail qui a été effectué par Justin Giguère, un gardien de première année qui a joué tous les matchs pour son équipe depuis le début des séries et qui continue à jouer avec constance. N'a pas vraiment connu de mauvais matchs jusqu'à présent et je pense que c'est un joueur qu'il va falloir surveiller dans la prochaine série parce que s'il est capable de maintenir cette cadence, je pense que les Dynamiques peuvent y croire, peu importe l'adversaire. Et pour Lionel Groulx, Émile Asselin, qui lui aussi aura vu toute l'action dans cette série, mais qui aura peut-être flanché à des moments clés. Je pense que pour les Nordiques, on va pouvoir se servir vraiment de cette année pour pouvoir grandir l'année prochaine. Et je pense qu'on va arriver encore plus affamé dans les années à venir. Puis je trouve intéressant entre les deux, entre le fameux match de 7-2 puis l'autre de 5-0, quand même, Lionel Groulx est allé gagner son match pour forcer ce 5e match-là. Et tu sais, après la défaite de 7-2, on aurait pu penser que cette équipe-là s'est déconcentrée et tout. Non, on a été capable malgré tout d'aller jouer un gros match et d'aller chercher cette victoire-là. Puis ça, tu sais, ça. En tout cas, ça a de l'importance pour moi quand tu parles d'avoir des bases à partir desquelles travailler avec nos jeunes. Bien, en v'là, il y a des raisons de croire que cette équipe-là a le cœur à bonne place et est capable de se replacer. Maintenant, il reste peut-être justement à profiter de cette expérience-là, de dire que malgré tout, bon, mais c'est pas parce que tu l'as fait une fois que la deuxième fois, tu vas le refaire. C'est à recommencer à chaque fois. Il y a un paquet de détails, il y a un paquet de choses là-dedans. Puis ultimement, bien, ça prend un gagnant, un perdant, là, mais n'empêche, moi, on a vu des belles choses cette année de Lionel Groulx, ça, il faut le dire, une belle équipe offensive. Je leur souhaite de garder la majorité de leurs joueurs qui en perdent pas. Ben, en fait, je souhaite à ces joueurs-là de monter le plus loin possible, mais pour l'équipe de Lionel Groulx, évidemment, et pour notre plaisir de nous qui suivons ça, d'avoir une équipe, en tout cas, avec un paquet de joueurs offensifs encore comme ça, parce que c'est une belle équipe à regarder. Et franchement, chapeau à Sainte-Foy, ultimement, là, parce que c'est eux qui sont allés chercher ça. Mais Lionel Groulx a montré des belles affaires dans cette série. 4e et dernière série, quart de finale.
C'était Sorel, excuse-moi si tu le Sorel et la Flèche, j'ai parlé, c'est Alma et Thetford. Alma et Thetford, ça, c'était une série qu'on parlait de lancer des 30 sous dans les airs. On allait voir ce que ça allait donner. Ultimement, Alma est allé chercher ça. Oui, absolument. Et Pascal Hudon a fait tout un travail pour vraiment là, établir une certaine structure au niveau de son équipe. On a vu que les Janois ont formé une équipe très travaillante dans cette série-là. Ça n'a pas été de tout repos. Ils ont été en mesure d'apporter des modifications au bon moment et ils ont fait tout un travail en désavantage numérique. Et sur les unités spéciales, c'est là que ça s'est décidé, messieurs. Dans le match numéro 3 de la série, 1-7, l'avantage numérique des Filons du cégep de Thetford. Je pense que c'est là que ça a flanché là, du côté des Filons. Un peu plus de buts en avantage numérique et ils amenaient la série de leur côté. Donc, les Janois ont fait tout un travail. Pardon. Et que dire du travail d'Olivier Frenette, qui a été tout simplement fumant dans les 2 derniers matchs de la série, plus particulièrement. Tout au long de la série, il a été très bon, mais les 2 derniers matchs, il a été excellent. Il a arrêté les nombreux lancers des Filons. On parle de 28 tirs du côté des Filons lors du match numéro 3 et lors du match numéro 4. On 32. Parle de 32, dont 15 en deuxième période. Les Janois avaient tiré seulement 4 fois en deuxième et en troisième dans le 4e match de la série. Donc, vraiment, tout un travail de la part de Frenette qui a été tout feu, tout flamme. Et du côté des Janois, eh bien, excellent travail d'avoir muselé Nathaniel Aubert. Et, je parlais justement de l'effet papier sablé du côté des Filons. Je parlais des Bizier, des Gagnons, des Justin Dufour. On parlait de ces joueurs-là. On parlait d'une possibilité d'avoir Charles-Olivier Giguère noircir la feuille de pointage. Je peux vous confirmer que ça a été un peu plus difficile pour celui-ci, bien que ce soit sa première année. Mais les Janois ont fait tout un travail. Chapeau aux Arsenault, aux Boulian, aux Côtés, aux Verret. C'est un travail d'équipe qui a été appliqué du côté d'Alma. Et dans l'ombre de tout ça, un certain Olivier Flageol qui a récolté uniquement 2 points dans la série, qui normalement inscrit plus de points au tableau. Il n'en a pas tant récolté que ça dans la série. Donc, vraiment, ça s'est décidé sur des petits détails. C'est vraiment les unités spéciales qui ont fait de la différence et ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Les Janois ont eu les déçus et c'est chapeau à Pascal Hudon et toute son équipe. Ils ont fait de l'excellent travail. Les Filons ont donné de l'adversité et je pense que pour plusieurs des jeunes joueurs des Filons, comme les Hugo Allard, les Charles-Olivier Giguère de ce monde, ces joueurs-là de première année, ils vont pouvoir sortir grandis de cette série-là pour bâtir pour l'année prochaine. Ceci étant dit, les Filons perdent quand même 9 joueurs, 9 finissants qui auront laissé un certain leg au programme du cégep de Thetford Mines. Alors, j'ai bien hâte de voir la suite des choses, autant pour les Janois, pour la suite des séries que pour les Filons l'année prochaine. À quoi ressemblera cette formation à l'automne? Ça reste à suivre. Absolument, absolument. Puis on va avoir l'occasion d'en jaser en temps et lieu, assurément. Là, quand on va commencer l'année prochaine, on va avoir une bonne idée de ce qu'il y en est. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe parce que Thetford a ce don de nous amener des joueurs intéressants. Là, on se retrouve avec 2 demi-finales qui impliquent 4 des 5 premières équipes au classement cette saison. Donc, on a la crème de la crème qui est au sommet de la Ligue. Parlons-en d'Alma, on vient d'en jaser. Alma va affronter St. Lawrence. Bon, c'est une évidence que c'est un gros morceau. Mais cette saison, entre les 2 équipes, ça finit 2-2. Alma était capable de bien jouer contre St. Lawrence. Ça va être intéressant de suivre ça. Et Alma vient de faire du gros travail en battant justement Thetford. On a eu de la belle adversité. Est-ce qu'on va être capable de donner cette adversité que Lennox n'a pas été capable de donner à St. Lawrence? Denzel, je te laisse commencer là-dessus.
Je pense que les Janois sont capables de tout faire dans cette série, voire même tenter d'aller chercher le premier match. Je pense que si on regarde la manière dont ces équipes ont grandi en séries éliminatoires, les Janois arrivent un peu plus près. À mon avis, ils ont joué des matchs un peu plus serrés face à Thetford que St. Lawrence a joué contre les Knoxville, mais ça reste que si on regarde les matchs de saison régulière qui se sont joués, je pense que c'est des matchs quand même baromètres. Je m'attends à une série qui va être serrée. Je m'attends à ce que des joueurs comme Olivier Frenette en a parlé de cette performance en quart de finale soit tout aussi importante en demi-finale. Et je pense que ça peut se jouer sur la manière dont les Janois vont être capables de limiter les chances de marquer des Lions sur les unités spéciales. Je pense qu'on doit à tout prix éviter de se retrouver dans des situations où est-ce que St. Lawrence peut déployer son avantage numérique. Puis on sait comment il est dévastateur. On ne peut pas donner autant de temps et d'espace à une équipe qui a tellement de talent offensivement. Je pense qu'on doit essayer de aussi jouer un match parce qu'on ne doit pas tenter d'y aller force contre force. Oui, on a du talent offensivement du côté du Collège d'Allemand, mais on doit faire confiance à l'équipe qui est structurée défensivement. On a une jeune équipe, par contre, donc du côté des Lions, on va peut-être vouloir en profiter. On est une équipe qui a plus d'expérience, mais pour moi, les Janois peuvent tenter d'aller surprendre la grosse puissance qu'est St. Lawrence. J'ai envie de donner tout de même l'avantage aux Lions qui, pour cette saison, ont présenté une équipe qui est capable de battre n'importe qui. Donc, je vais aller avec une prédiction avec St. Lawrence en 5 pour cette série, mais Alma qui, à mon avis, a quand même un rôle à jouer dans cette série. Vraiment. Tristan. Oui, moi, de mon côté, je seconde Denzel par rapport à cette série-là. Les Lions sont vraiment en mission cette année. Faut pas l'oublier non plus, les Lions se sont inclinés en demi-finale l'année passée, menaient 2-0 leur demi-finale contre les Rebelles. J'ai l'impression que cette demi-finale-là là, contre les Rebelles l'année passée va avoir le même impact qu'un certain balayage des Blue Jackets de Columbus contre le Lightning de Tampa Bay avant que le Lightning remporte 2 coupes consécutives, en sens où est-ce que des fois, ça prend une certaine série où est-ce que, il y a une équipe supérieure ou un certain scénario qui arrive et qui, n'était peut-être pas prévu ou était prévu, appelez-le comme vous voulez, mais j'ai l'impression que la demi-finale de l'année passée va donner un second souffle, une deuxième motivation à des joueurs comme Bello, Delisle, Fauchon, O'Connell, Chabot, tous ces joueurs-là qui étaient dans l'organisation l'année passée. Ils ont vraiment une force de frappe là, absolument remarquable. Bello, 9 points en 3 matchs. Delisle, 7 points en 3 matchs. Laforêt, 5 en 3. Vraiment, là, c'est toute une équipe de hockey. Et j'ai l'impression que ça va surtout se décider entre les deux poteaux. En sens où est-ce que Cloutier est un excellent gardien de but. Si les Lions se mettent à donner des occasions aux Janois, eh bien, Cloutier, ça va être une véritable bataille entre Cloutier et Frenette, qui, selon moi, font partie du top 5 des meilleurs gardiens de but du circuit collégial des 1. Donc, de mon côté, j'y vais du côté de St. Lawrence en 5. Je pense qu'ils sont partis sur une belle lancée. C'est une belle équipe de hockey. Les Janois vont donner de l'adversité. Ça va être une demi-finale absolument fantastique à suivre. Ah, absolument, absolument. Mais je suis d'accord avec vous. Là. Moi aussi, je donne l'avantage à St. Lawrence. La façon dont ça s'est passé en première ronde, c'est pas juste une équipe qui en a battu une parce qu'elles étaient trop loin une de l'autre. C'est la façon dont ça s'est passé. Il y avait un contrôle défensif, il y avait une structure de jeu. Oui, tout fonctionnait. Puis quand tout fonctionne, on dirait que ça s'emballe. J'ai l'impression qu'Alma a peut-être les outils pour arrêter ou ralentir ça un peu plus. Donc, je ne m'attends pas à des 5-0 puis des 6-1. C'est pas, en ce sens-là, je ne m'attends pas à ça du tout. Mais franchement, St. Lawrence est bien parti. St. Lawrence n'avait pas joué en première ronde. Bang, dès la deuxième, dans le fond, tout de suite embarque sur les chapeaux de roue comme ça. On voit que c'est une équipe qui a le feu. Dans le fond, on va
où là, ils voudront bien l'avoir. Mais le feu est pris là-bas, fait que c'est à savoir là, si on a su maintenir la flamme en attendant. Puis va falloir la maintenir. Tout est là, dans le fond, en réalité. C'est pas s'asseoir sur les succès qu'on a eus, s'assurer qu'on continue à travailler de la même façon. Alma va rendre la vie plus difficile, mais sincèrement, j'ai de la misère, beaucoup de misère à entrevoir St. Lawrence échapper cette série-là, ne pas se rendre en finale. À suivre, l'autre demi-finale, Sainte-Foy et Sorel. Est-ce que Sainte-Foy a donné, évidemment, beaucoup dans sa première ronde, mais n'empêche, est-ce que Sainte-Foy, selon vous, a les outils pour vraiment qu'on puisse les considérer comme une équipe favorite ou en tout cas en mesure d'aller battre? Je veux dire, ça joue sur la glace, donc oui, ils sont toujours en mesure de le faire, là, mais comprenez mon point. Là, quand on analyse ça et qu'on regarde ça sur papier, dans votre tête à vous, est-ce que Sorel est largement favori ou sinon, il faut entrevoir une série serrée? Comment vous voyez ça? Moi, je pense que ça va être une série serrée. J'ai l'impression que le talent de Sainte-Foy peut ressortir. Surtout, au niveau du contrôle des émotions, c'est là que ça va se jouer aussi. On sait que les rebelles sont capables de jouer robuste. Sainte-Foy ne sont pas piqués des verres à ce niveau-là non plus. Ils ne voudront pas se laisser l'herbe couper sous les pieds. Donc, c'est sûr là, qu'ils vont s'imposer. Ça va être difficile à jouer contre les dynamiques. Ça va être difficile de jouer contre les rebelles. Tout va dépendre, j'ai l'impression, de Justin Giguère. C'est là le point d'interrogation du côté de Sainte-Foy. Je ne dis pas que Giguère n'offre pas des bonnes prestations depuis le début des séries, loin de là. Mais on parle quand même du meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue qui se trouve du côté de Sorel. On parle quand même des Donovan Côté, des Chad Prebzel, des joueurs aguerris dans le circuit qui font tout un travail. Et tout va dépendre de qui va le mieux contrôler ses émotions dans cette série-là. Ça va être un véritable marathon. Les dynamiques ont des éléments super intéressants. Je pense notamment à Samuel Fontaine, Jason Beaulieu, Gros Bissa, La Rochelle, Hamelin, Diamond. On parle vraiment d'un beau noyau offensif. Du côté des rebelles, excellente formation aussi. Ils ont de la profondeur. De mon côté, là, je pense que Justin Giguère va aller voler un ou des matchs pour permettre à son équipe de se rendre en finale. J'ai bien l'impression qu'on aura droit à une finale toute version québécoise, c'est-à-dire Sainte-Foy contre St. Lawrence. Intéressant. Denzel, comment tu pèses dans la balance parce qu'il y a quand même eu des matchs, je comprends qu'on met tous les compteurs à zéro, mais il y a quand même eu des victoires écrasantes cette année de Sorel contre Sainte-Foy, des 8-2, 8-3. Est-ce que ça peut jouer dans la tête à ce moment-là? Est-ce qu'on part avec un possible sentiment, complexe d'infériorité, peut-être? Je comprends qu'il n'y a pas de raison de le faire, mais quand même, c'est arrivé sur cette patinoire-là de perdre ces matchs-là de cette façon-là. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact ou non? Vraiment, on va être capable de passer par-dessus complètement. Mais je pense que les dynamiques peuvent se servir de ces matchs-là comme une raison dans laquelle ils ont pratiquement rien à perdre rendu au point où est-ce qu'ils se sont rendus. Oui, ça va pas être une tâche facile de jouer contre Sorel Tracy, mais il n'y a rien d'impossible. On le sait dans la Ligue collégiale, on a souvent vu des équipes qui peut-être avaient connu un peu plus de succès en saison régulière, mais arriver en séries éliminatoires, qui est une toute nouvelle saison, puis avoir de la difficulté à reproduire ce genre de performance. Je m'attends aucunement à ce que Sorel Tracy gagne des matchs de la sorte aussi facilement qu'on le fait en saison régulière. Et je pense que Sainte-Foy doit s'appuyer sur la manière dont ils ont joué dans les gros matchs en séries éliminatoires. À chaque fois qu'on sent que le match peut aller de tout bord, tout côté, il a toujours tourné en faveur de Sainte-Foy. On pense au match numéro 2 face à André Laurando. On passe au match numéro 2 dans la série quart de finale. Donc, pour les dynamiques, je pense qu'il y a une belle énergie. L'énergie que donne aussi Francis Latéreur derrière son banc semble vraiment avoir aidé l'organisation à prendre un second souffle aussi. Donc, les compteurs sont vraiment à zéro dans cette série. Et je pense que le cégep de Sainte-Foy a vraiment des éléments, comme Tristan l'a mentionné, pour tenter de venir causer énormément de problèmes à Sorel Tracy. Mais ça reste que c'est des rebelles. Je pense qu'il faut quand même leur donner du crédit. On a, à mon avis, énormément
énormément de talent offensivement. Léo Saint-Michel est sûrement encore plus dangereux qu'il était dans les dernières années, puis on l'a vu dans les dernières semaines. Maintenant, c'est à savoir si, comme Tristan l'a mentionné, est-ce qu'on est capable, à chaque match, être capable de défensivement jouer le meilleur match de notre vie? Je pense que ça prend des performances quand même exceptionnelles pour venir freiner des Donovan Côté, des Léo Saint-Michel, des Chad Prebzold qui, eux, sont en mission depuis le début de la saison. Maintenant, je pense que ces deux équipes qui, au stage où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cycle, sont pratiquement au même endroit. Il y a énormément d'expérience de chaque côté et c'est difficile de donner l'avantage à qui que ce soit, mais j'ai envie de donner l'avantage à Sorel Tracy dans cette série. Je pense que ça va être une longue série, ça va se jouer en 5, mais les Rebelles vont au final être capables de trouver une manière de s'en sortir. Et comme Tristan l'a mentionné, je pense que devant le filet, un Justin Roux qui en est à sa 2e saison peut peut-être avoir l'ascendant face à un Justin Giguère qui va en être qui en est à sa première saison. Mais pour moi, je pense que c'est une série qui est très intéressante. Puis, on ne doit vraiment pas se fier à la saison régulière pour tenter de définir un gagnant dans cette série. Puis, tu sais, juste pour vous donner une idée de combien les résultats en saison régulière n'indiquent aucunement l'allure d'une série. L'année passée, André Laurando n'avait pas gagné un seul match contre les Dragons du Collège La Flèche et a éliminé les Dragons en première ronde. Tu sais, là, des fois, là, c'est le pointage de ces matchs-là par un grand différentiel, ça ne veut rien dire des fois, là, en sens où est-ce que ça se peut qu'il y ait eu des joueurs blessés à ce moment-là et que les joueurs sont de retour dans l'alignement et qui sont en train d'offrir une bonne prestation. Donc, je pense que ça va vraiment se jouer sur les petits détails. Sainte-Foy va devoir être soucieux de son désavantage numérique, va devoir appliquer une bonne structure défensive. Du côté des Rebelles, il faudra miser sur l'avantage numérique. Si les Rebelles sont en mesure de miser sur leur avantage numérique, de mettre les dynamiques dans les câbles, comme ils seraient capables de le faire contre n'importe quelle équipe de la Ligue, les Rebelles vont remporter la série. Donc, ça va vraiment se jouer sur les petits détails, messieurs. Très hâte de voir ça. En tout cas, deux très, très belles séries, des belles demi-finales qui nous attendent. Ça commence vendredi. Alma est à St. Lawrence. Je ne me trompe pas, hein? Oui, c'est ça, exactement. Donc, vendredi, ça commence là. Et Alma et St. Lawrence se retrouvent à Alma dimanche, mais ça commence le match numéro 1 de la série entre Sainte-Foy et Sorel Tracy et aussi dimanche. Donc, bref, on regarde ces matchs-là. On se reparle la semaine prochaine, voir comment ça a parti. Puis, bien évidemment, on va se souhaiter des aussi bons matchs que ce que vous semblez entrevoir parce qu'on aime notre hockey serré et intense en masse. Bref, pour l'intensité, ça, je ne suis pas inquiet du tout. Là. Les demi-finales de hockey collégial en général, c'est pas là qu'il en manque. Ça donne du spectacle tout simplement fantastique à regarder. Puis, j'ai vraiment hâte de voir parce qu'honnêtement, c'est un carré d'as qui est très intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sainte-Foy se retrouver dans le carré d'as. C'est certains là, qui ont un certain momentum qui a été créé avec leur première série gagnée contre le Boomerang, avec leur série qui a été remportée contre les Nordiques. Il y a eu plusieurs matchs en prolongation. Donc, il y a eu un certain niveau de résilience là, qui a été forgé du côté de Sainte-Foy. Mais ça va donner vraiment tout un spectacle, messieurs. À suivre, à suivre. Merci beaucoup. Merci de vos analyses. On regarde ça, puis comme je disais, on se reparle la semaine prochaine. Merci, messieurs. Merci, à bientôt. Voilà, c'est comme ça que ça se termine, mesdames et messieurs. Gros merci d'avoir été là. Je vous le dis, je vous le répète, allez voir des matchs de hockey ou regardez ça. Oui, il commence à faire beau, le printemps arrive. Mais printemps, c'est les séries des Canadiens de Montréal, évidemment. On va être bien content de voir ça, mais comme je vous dis, pendant ce temps-là, regardez ce qui se passe. Finale du côté des femmes qui commence en fin de semaine. Demi-finale du côté des gars qui commence en fin de semaine. On va avoir du beau hockey, du bon hockey. Bref, nous autres, on va regarder ça, on va le suivre. Et je vous invite à rester là pour la semaine prochaine. Continuez de nous suivre. Les fans de foot, vous avez été nombreux à regarder notre spécial recrutement. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, allez-y, c'est sur YouTube, c'est là. On analyse chacune des cohortes de recrutement de chacune des équipes universitaires québécoises. Donc, franchement,
s'est fait un petit peu de plaisir parce qu'on aime ça particulièrement, suivre évidemment ce qui se passe du côté de notre football universitaire, notre football collégial. Donc, nos fans là, qui triplent là-dessus, on vous a fait quelque chose de beau pour se mettre dedans. Puis, question de vous garder dedans un peu. La semaine prochaine, on a invité un invité qui devrait franchement vous plaire. Je laisse la surprise. Ce sera annoncé dans les prochains jours. Merci d'être là. Salut. À la semaine prochaine.